Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Ça a l'air que notre messagerie explose. Florence fournit plus de l'autre côté de la vitre et Fred, tu le vois. Mais merci oui. pour tous vos commentaires. Là, des gens qui nous donnent des trucs aussi pour économiser. Moi, ça me coûte tant par année, moi, ça me coûte tant par mois. Donc, il y a toujours moyen d'être créatif avec son électricité, Isabelle. Ben, tellement. Puis tu me disais qu'il y a plus de femmes qui semblent être ouvertes à l'idée de M. Pinault? Ben, le seul appel qu'on a reçu qui était pour l'idée de M. Pinault, c'était une femme. Puis sinon, je vois Hélène aussi qui trouve que c'est une bonne idée. Donc, dans les quelques commentaires qui étaient d'accord avec M. Pinault, il y avait certaines femmes, Isabelle. Oui, c'est ça. Moi, je prétends, ça c'est mon hypothèse, mais je pense qu'on a comme une petite affaire de plus sur une petite conscience environnementale de plus. Ben là, es-tu sexiste présentement, Isabelle? Non, Es-tu en train de dis généraliser? juste ça. Je suis en train de... Non, mais moi, j'ai le droit, écoute, j'assume. Es-tu en train de dire qu'on a une petite affaire de moins, Ben, nous je autres? dirais que les gars, il va falloir que vous travailliez un petit peu sur votre conscience environnementale. C'est ça. Mais tu vois, ça pourrait faire un beau sujet. Je suis sûr que tu vas recevoir des commentaires qui vont dire « Elle est dans le champ complètement! » Moi, je pense que ça prend de tout pour faire un monde. Ben, je pense qu'il y a des tendances, là. Puis ça prend des gens qui sont accrochés à la liberté, des gens qui sont accrochés au collectif, puis un beau dialogue entre les deux. Mais tu peux être accroché au collectif sans être... tout en étant libre. Oui, puis tu peux être libre sans non plus vouloir imposer tout à tout le monde pareil. Exactement. Tu vois. Non, mais c'est sûr. Mais sauf qu'il faut penser à la communauté. En tout cas, nous avons un chercheur avec nous qui est sociologue. Il pourrait enchaîner là-dessus. François Fournier, merci d'être là. Vous êtes chercheur à l'Observatoire québécois des inégalités. On va pas parler d'environnement avec vous, même si on va parler d'environnement scolaire, finalement. Oui. Tout est dans tout, on va dire, François. J'ai beaucoup aimé, vous venez de l'Observatoire, c'est vous qui avez travaillé là-dessus comme sociologue. Vous venez de publier Inégalités sociales, scolaires et de santé, comment on peut repenser le chemin vers l'égalité des chances, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, au moment où le Journal de Montréal sort son fameux et célèbre palmarès des écoles. Et il y avait vraiment, puis je pense qu'il faut le dire, là, dans le palmarès, entre autres, on voit là, qu'il y a encore un jeune sur 3, c'est même plus qu'avant, là, 1 sur 3, avant c'était à peu près 27 %, là, c'est rendu 32 % qui ont un plan d'intervention. Ça veut dire que en moyenne, là, imaginez une classe là, avec 32, 34 élèves. Il y en a 1 sur 3, là, il y en a une douzaine là-dessus. Là, ils ont des plans spécifiques d'intervention parce qu'on estime qu'ils sont étiquetés EHDAA. En tout cas, c'est une étiquette qu'on met. Ça veut dire élèves avec certains handicaps et difficultés d'apprentissage et d'adaptation. Ça fait beaucoup d'élèves en difficulté, ça, François. Ça en fait beaucoup et ça nous fait poser la question... Qu'est-ce qui arrive avec le système d'éducation? Et c'est tellement important parce que le rapport, l'étude qu'on a publiée, met en lien santé et éducation. Ouais. Et le point de départ, en fait, de l'étude, c'est de montrer à quel point le niveau de scolarité, donc l'éducation, influence les conditions de vie et les conditions de santé aussi des élèves qui vont devenir des adultes. Alors ça, on le voit, il y a plusieurs indicateurs, mais par exemple, le taux d'emploi. Ouais. Le taux d'emploi chez ceux qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires, c'est de 40 %, et 70 % pour ceux qui ont un diplôme universitaire. Le niveau de revenu sans diplôme d'études secondaires, 30 000, diplôme universitaire, 60 000. La dépendance par rapport OK, ça, c'est important. Quand on parle d'argent, ça commence à... Vous dites 30 000 si on a un secondaire 5? 60... Si on n'a pas de secondaire 5. Si on n'a pas de secondaire 5, genre si on a quoi? Un secondaire 3, secondaire 2? Par exemple. Si on a un secondaire 5, c'est quoi la différence? Avec quelqu'un qui n'a pas de secondaire 5? Oui, c'est un bon 10-15 000 de plus. OK. Et si on a un diplôme universitaire, là, c'est carrément le double. C'est presque le double. OK. Sans diplôme, 30-60. Ça, sur une vie, ça peut mener à des gros montants. Là. Imaginez 30 000 de plus sur 15, 20, par année 30, 45 ans de carrière, ça peut mener à des millions carrément. La dépendance par rapport aux transferts gouvernementaux aussi, c'est très important. Les 2/3 des assistés sociaux sont en fait sans diplôme d'études secondaires. Ouais. Et puis il y a les conditions de santé aussi. Ouais. Donc l'impact du niveau de scolarité sur la santé, sur
le niveau, l'espérance de vie et l'espérance de la qualité de la vie, c'est 7 à 8 ans. Donc, sans DES, donc diplôme d'études secondaires, puis avec un diplôme universitaire. La précarité générale, la santé. Là. Je veux juste qu'on prenne un moment là-dessus sur le c'est quand même assez important. Il faut que les gens comprennent finalement que, par exemple, un homme qui est beaucoup moins scolarisé qu'un autre homme, là, qui a un diplôme universitaire, en moyenne, il va vivre quasiment 8 ans de moins. Oui. Oui. Alors, ça, c'est pas virtuel, c'est dans les faits. Là. C'est dans les faits, et c'est dans les faits. C'est pas juste au Québec, c'est pas juste au Canada, mais c'est dans tous les pays de l'OCDE. Et une femme, c'est 6 ans et demi à peu près. C'est ça. De moins. Oui. Donc, il y a un impact sur la santé. Expliquez comment ça se fait. La démence aussi. Oui. La démence plus précoce chez les personnes sans diplôme. Ben, c'est les conditions, les conditions matérielles de vie qui sont beaucoup plus difficiles. C'est beaucoup plus stressant. On mange moins bien. Il y a un moins grand souci. Il y a plus d'insécurité alimentaire. Il y a un moins grand souci pour la santé parce qu'il y a d'autres priorités. Survivre. Donc, évidemment... Des fois, tu fumes parce que... Oui, à un parce moment donné, que c'est un antistress. Ça devient... Oui, c'est tu comme... bois aussi. Oui, tu peux aussi prendre des narcotiques. En tout cas, bref, tout ça s'enchaîne. Ça, c'est les statistiques. Alors, ça, on est parti... L'étude est partie de ça, puis là, on s'est demandé, OK, alors... Voyant la relation entre le niveau de scolarité et les conditions de vie, la santé, l'école fait-tu sa job? Ouais. Alors là, on s'est posé la question. OK, l'école fait-elle son travail? L'école est devant un défi énorme dès le départ parce que tous les enfants n'arrivent pas à l'école avec le même bagage. Donc, c'est ce qu'on appelle les inégalités d'origine ou les inégalités de départ. L'école est devant ces inégalités-là et elle a eu le courage d'inscrire dans la loi sur l'instruction publique du temps de Mme Marois l'idée du respect de l'égalité des chances. Donc, ça, l'école s'est mis de la pression, mais c'est très bien. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus ça. En se disant, faut donner une chance là, à l'école. L'école travaille énormément. L'école travaille énormément pour amoindrir les inégalités de départ. Il y a plein de mesures, de programmes pour les élèves défavorisés, des programmes en alimentation scolaire. Les CPE, les maternelles 4 ans, c'est très important, ça, pour maximiser le départ. Là, vous dites dans votre étude, vous rappelez qu'il y a plus de 10% des enfants de 5 ans là, qui arrivent à la maternelle 5 ans, qui sont à risque. Oui, qui sont déjà à risque. 1 sur 10 qui est déjà, là, lui, ça va pas bien se passer. C'est que les difficultés, en fait, c'est ça qui est malheureux, s'accumulent dans la trajectoire scolaire, ce qui fait que c'est les mêmes qui avaient de la misère là, ils ont de la misère là. Mais bon, quelque chose... Alors, c'est ça. Donc, l'école, quand même, fait beaucoup de travail, là. Les écoles, les centres de services scolaires, le ministère de l'Éducation. Alors, là, il faut se poser la question, c'est quoi le bilan? C'est quoi le bilan au niveau de l'égalité des chances? Et si on va dans le taux de réussite au secondaire? Alors, le taux de réussite, ce qu'on constate, nous, c'est l'Observatoire des inégalités. Fait qu'on regarde les inégalités. Mais oui. Alors, donc, les inégalités entre l'écart de réussite, en fait, entre ce qu'on appelle les élèves HDAA, c'est-à-dire handicapés et donc en difficulté d'apprentissage et d'adaptation, et ceux qui ne le sont pas, les élèves que le ministère appelle les élèves ordinaires, c'est 26 % dans l'écart de réussite. 26 % Les élèves favorisés, défavorisés, taux de réussite, écart de 25 % Gars-filles, on en parle beaucoup, hein, les gars-filles, les médias aiment beaucoup ça, parler de l'écart entre les gars et les filles, mais c'est 9 % C'est beaucoup moins, et au privé, c'est encore moins. Donc, c'est bien de s'intéresser à la différence gars-filles. Il y a un enjeu là, mais c'est pas ça le problème, est-ce qu'on oublie? Est-ce qu'on n'oublie pas ces jeunes-là, favorisés, défavorisés, qui partent avec HDA. 1, 2, 3 prises. Là. Exactement. Et puis...
si je peux dire aussi, donc, il faut s'interroger sur, comment ça se fait que on n'arrive pas, malgré tous les programmes puis tout ça, pourquoi il y a cet écart-là? Pourquoi il y a un jeune sur 5 qui sort sans diplôme, Fred? Oui, mais je veux juste aussi dire qu'on parle de tendance et de statistiques, mais c'est pas une condamnation non plus. T'sais, on reçoit un message, quelqu'un dit, moi, avec un DEP, je fais 110 000 par an. Ça existe aussi, des parcours absolument. De réussite différents de la scolarité. On veut aussi le mentionner. Puis je me posais la question en vous écoutant, la question de la cause et de la corrélation. T'sais, si on se dit, oui, les gens qui ont une bonne scolarité, par exemple, vivent plus vieux ou vivent plus en santé, est-ce que c'est pas parfois aussi l'inverse aussi? On est avec un parcours de vie qui nous mène moins vers la santé, mais on a moins de chances de s'intéresser à l'école. De quel sens va cette corrélation, dans le fond, François? Ça va dans les deux sens, dans le fond. Avec les inégalités de départ, les inégalités de départ, c'est les parents aussi qui ont peu de scolarité. C'est souvent les parents qui ont peu de scolarité. C'est ça, qui ont et donc, des fois, qui sont analphabètes, là, donc ils peuvent difficilement encadrer. Donc, c'est dur de sortir de ce cycle-là. C'est ça le problème. Puis ce qui semble être le cas, c'est que l'école, malgré l'égalité des chances, qui veut briser ce cycle-là, justement, a de la misère. Mais là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'école ne se tire pas dans le pied avec le fameux système avec un réseau privé, un réseau public enrichi, puis un réseau donc régulier, public régulier, où là, le problème, l'effet pervers de ce système-là, c'est de concentrer, d'enclaver dans le réseau public régulier. Tous ceux qui ne fonctionnent pas bien, tous ceux qui ont des enjeux. Tous ceux, en tout cas, ils sont surreprésentés, disons. Ils ne sont pas tous là, mais ils sont surreprésentés. Et là, ça crée des conditions d'apprentissage très difficiles, de motivation, d'aspiration déçue, de profs qui décrochent au même taux que les élèves. Donc, c'est vrai. Il y a une volonté d'équité avec les programmes puis tout ça. Il y a vraiment une bonne volonté, une bonne foi de la part du ministère, des écoles, des centres de services scolaires, des enseignants. Mais en même temps, il y a ce système-là qui semble contredire et d'où la stat, freiner. On revient à la stat, François Fournier, du début. Plus d'un élève sur 3 qui a des plans d'intervention. Oui. Parce que si l'école publique... Moi, je pense que le constat, c'est que l'école publique est plus capable de soutenir les élèves qui en ont besoin. Mais il y a aussi le fait que si tu n'as pas une étiquette d'élève qui a besoin de soutien, tu n'en as pas de soutien du tout. Là. Fait qu'il y a beaucoup de parents qui poussent là, pour que leur enfant soit considéré à programmes particuliers. Enfin, il y a les programmes particuliers puis il y a les plans d'intervention, c'est deux choses. Oui. Mais les parents veulent des plans d'intervention pour leur enfant parce qu'ils disent au moins il y aura des services. Parce que sinon, ils n'en ont pas de service. Ça, c'est un méga problème. Oui, bien là, c'est un problème de financement. Mais là, c'est parce qu'on met quand même beaucoup d'argent dans le système scolaire. Oui. À un moment donné, tu regardes ça. Je suis bien d'accord, mais c'est pour ça que je pense que... On a beau dire que l'école travaille fort, j'espère. On y met quand même pas mal d'argent. Là. 30 ans plus tard. Et puis, au Québec, on a fait... énormément de progrès en termes de recherche en éducation, sciences d'éducation, sociologie d'éducation. Il y a des chercheurs vraiment brillants qui ont fait des recherches très intéressantes. Et je trouve que 30 ans après les États généraux de l'éducation, les derniers États généraux, c'est en 1995. C'est vrai. On est dû pour d'autres? On est dû, justement. Mais on va-tu encore jaser, mettre ça sur le... Après ça, on fait un gros rapport, mettre ça sur la tablette? Ça, c'est pas utile. Je suis pas sûr. Oui, non, ça, c'est... Je suis bien d'accord avec vous. Mais il y a des rapports qui passent quand même la rampe. Et là, je pense qu'il y a une effervescence d'idées sur comment améliorer, ça n'a pas de bon sens, on peut pas continuer comme ça. Ouais. Les taux de décrochage d'enseignants, là, ça fait peur, ça. Mais déjà, moi, ce que j'aimais, puis on va conclure là-dessus, de votre étude, François Fournier, c'est que ce que ça confirme, et ça devrait... J'espère qu'il y a des politiciens qui nous écoutent, là, puis pour les prochains qui s'en viennent. Si on dit, plus les gens vont à l'école longtemps, évidemment, tu peux aussi avoir un secondaire 5, te partir ta business, tu as une idée brillante, puis tu deviens... Il y a des gens qui transcendent ces statistiques-là. Complètement. Là, on généralise, mais les généralités, ça vaut quand même beaucoup. Mettons que tu vas à l'école plus longtemps, plus tes connaissances... La notion, c'est d'être au courant. Tu peux être un autodidacte, puis tu arriveras bien, mais c'est une référence, l'école. Bref,
plus tu y vas longtemps et plus tu vas être en santé longtemps. Là où je veux en venir, c'est que moi, je suis ministre de la Santé, je fais comme, hey, moi, j'appelle le ministre de l'Éducation, tu comprends? Je dis, OK, comment là, il faut qu'on jase. Là, on parle les deux ensemble. Là. Qu'est-ce qu'on fait pour que ton budget puis mon budget, il y a des affaires qui se croisent. Il faut faire de la prévention pour éviter que tout le monde soit malade. Puis on voit, là, ce que vous nous dites, François, c'est que l'école, ça aide à être malade plus tard. Oui, et je dois dire que c'est important, ça? Le ministère de la Santé travaille beaucoup avec de concert. Il y a des interventions en santé scolaire à l'école, mais là encore... Non, mais là, il faut comme un méga projet de société là-dessus. Oui, mais c'est ça. Donc, il faut interroger aussi la question du fameux école à 3 vitesses en se disant qu'il faut dépolitiser la question et se dire qu'on n'est plus à l'époque où il y a des gens qui disaient qu'il fallait mettre le feu à l'école privée. Ouais. On n'est plus dans ce film-là. Mais là, c'est rendu le modèle d'affaires de l'école publique. J'écris un papier demain. Vous lirez ça dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ça vous tente? Mais pour moi, l'école publique se privatise de plus en plus. C'est vous qui le dites. Êtes-vous d'accord? Vous pouvez dire oui. Il y a des pratiques effectivement semblables. Oui, c'est ça le problème. Il y a de plus en plus de parents qui disent... Ça devient un marché, en fait. Oui, complètement, parce qu'on voit dans le palmarès, il y a des écoles publiques qui réussissent bien, mais c'est des programmes particuliers où là, le parent il doit contribuer. Et payants. Voilà. Fait que ça, c'est privatiser l'école publique. Merci beaucoup, François Fournier. Alors, si vous voulez consulter cette recherche qui est vraiment passionnante, c'est un gros document, bien documenté. Là. C'est l'Observatoire québécois des inégalités qui fait ça. Allez sur leur site. Il y a plein de belles études et beaucoup de réflexions là-dedans. Merci beaucoup, François Fournier. Merci infiniment, Isabelle. Après la pause, on reçoit Steve Waterhouse, puis on va parler de votre consommation de téléphone cellulaire. Puis il y a des gens qui n'ont pas eu accès à leur téléphone parce qu'il y avait... Évidemment, le problème de panne d'hydro. Puis on y pense pas. Avez-vous peur de manquer d'Internet? Mais tu sais, à un moment donné... Un 8-7 Cube Radio.